Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place désormais à notre grand angle. C'est un carnet de guerre édifiant sur le siège de Sarajevo, l'un des plus longs de l'histoire de la guerre moderne, capitale actuelle de la Bosnie-Herzégovine. Un témoignage glaçant sur l'ambiguïté de la politique de la France pendant la guerre de Yougoslavie. L'ex-officier français Guillaume Ancel est notre invité. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre « Vent glacial sur Sarajevo ». C'est aux éditions Les Belles Lettres dans la collection Mémoires de guerre. On va tout de suite commencer par votre arrivée à Sarajevo. Nous sommes le 31 janvier 1995. Vous êtes donc officier dans l'armée française. À ce moment précis, pour que l'on comprenne bien, quelle est la situation à Sarajevo ? Oui, bonsoir. En 1995, Sarajevo est assiégée déjà depuis 3 ans. Ça veut dire que sa population est soumise au tir quotidien des canons serbes. Et l'ONU a réussi à trouver un accord entre les différentes parties pour qu'aucune arme lourde ne soit plus utilisée dans le siège. C'est-à-dire qu'au moins on cesse ces bombardements. Donc moi je suis officier d'artillerie en 1995 et je dirige une équipe spéciale qui est chargée de guider sur le terrain les frappes aériennes pour empêcher de nuire ces canons. Donc je viens pour détruire les canons qui n'obtempéreraient pas à l'accord de l'ONU qui était de regrouper toutes les armes lourdes sous sa surveillance. Donc toutes les armes lourdes, tous les canons d'artillerie qui tirent sur la ville doivent être détruits par une extraordinaire armada aérienne qui a été rassemblée par l'OTAN et qui rassemble plus de 450 avions de combat qui sont capables d'agir de jour comme de nuit. On a donc une population exténuée, pilonnée quasiment tous les jours par l'artillerie serbe. La ville, vous l'avez dit, est encerclée depuis 3 ans. Alors vous dressez un constat très sévère sur l'ambiguïté, je l'ai dit, de la politique française. Vous êtes envoyé au sein de la Légion étrangère, vous êtes spécialisé dans les frappes aériennes. Qu'est-ce que vous allez voir à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le premier hic que vous allez rencontrer sur le terrain? Oui, nous sommes détachés dans un bataillon de Légion étrangère qui est basé sur l'aéroport même de Sarajevo, qui est en même temps le verrou du siège de la ville. Et j'ai appelé ce livre Vent glacial parce qu'un vent glacial, c'est ce que j'ai ressenti quand nous avons compris que la mission que nous devions mener n'était pas celle pour laquelle nous nous étions préparés et que nous étions pris au piège. Voilà. C'est pour ça que ce livre, c'est d'abord un témoignage de la réalité de cette intervention. Et j'ai voulu raconter aussi mes compagnons d'armes, ces soldats professionnels dont j'ai admiré le courage, ces situations inextricables et puis cette capitale assiégée que nous n'avons pas su protéger. Mais en quoi est-ce que vous avez été entravé, je réitère ma question, dans votre mission même? Prenez-nous un exemple concret. C'est simple. Chaque fois que nous avons repéré un canon serbe qui tirait sur la ville, chaque fois nous avons préparé une frappe aérienne, des avions de combat de l'OTAN sont venus, toutes nationalités, pour détruire cette pièce. Et chaque fois, nous avons reçu l'interdiction formelle, mais au dernier moment, d'agir contre les Serbes. Parce qu'en fait, nous ne devions en aucun cas agir contre les Serbes. Or, les Serbes étaient les agresseurs de ce conflit. Donc, si vous voulez s'interposer dans un siège avec l'interdiction de s'en prendre aux assiégeants, c'était un petit peu difficile. Mais qui vous en empêchait? Qui donnait ce contre-ordre? Alors, c'est toute l'ambiguïté de cette affaire. C'est que souvent, l'image qu'on retient de ce siège désastreux de Sarajevo, c'est que l'ONU a été incapable de faire appliquer les accords qu'elle avait fait signer. La réalité, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, c'est que ce que moi j'ai constaté, auquel j'ai participé, c'est que ce n'est pas l'ONU qui nous a interdit de faire ça. Ce sont les Français qui verrouillaient la chaîne de commandement des forces de l'ONU et qui manifestement avaient des ordres politiques du plus haut niveau de l'État qui étaient de surtout ne jamais s'en prendre aux Serbes. Sans jamais le reconnaître, car nous n'avons jamais affiché dans la politique française d'intervention en ex-Yougoslavie, que nous protégions les Serbes. Nous avons affiché une mission humanitaire qui a servi essentiellement à camoufler une opération qui, pour moi, était insoutenable, qui a consisté à protéger les agresseurs de la ville. Alors, on va voir tout à l'heure avec vous pourquoi cette ambiguïté française. On va prendre un autre exemple encore, parce que là, quand on vous lit, on se dit que l'absurde le dispute au tragique. On est le 26 mai 1995, dans l'épisode que vous appelez la ferme de Šumarska. On est en Bosnie-Herzégovine actuelle. Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé précisément. En fait, une équipe de légionnaires s'est fait prendre au piège par des unités serbes qui leur ont lancé un ultimatum. C'est un moment où les Serbes ont décidé de prendre en otage les postes de l'ONU qui ont été dispersés de manière extrêmement maladroite, d'ailleurs, dans les emplacements qu'ils contrôlent.
Et ils lancent cet ultimatum, ils vont lancer l'assaut contre ce poste de légionnaires serbes. Le seul moyen de les sortir, c'est de déclencher une frappe aérienne pour empêcher les Serbes d'aller jusqu'à eux. Et au moment où la frappe va être déclenchée, nous recevons l'ordre non seulement d'annuler la frappe, mais de laisser tuer les légionnaires. Ils sont pris en otage et ils sont tués. Tout à fait. Non, alors les légionnaires vont s'en sortir de justesse, mais au moment où on va chercher à les libérer, nous recevons cet ordre de laisser tuer les légionnaires. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça parfaitement inacceptable. J'ai refusé d'obéir à cet ordre, en demandant un ordre écrit qui évidemment risquait pas d'arriver. Les légionnaires sont sortis d'extrême justesse parce que les pilotes qui sont intervenus ont accepté de faire une frappe, une quasi-frappe, si proche des Serbes que ça soulevait les tuiles de la ferme où étaient réfugiés les légionnaires. Mais en réalité, nous n'avions plus les moyens de les protéger. Et tout de suite après cet épisode, dans la nuit, les Serbes ont pris par surprise, en blessant et en tuant des soldats français, le poste qui était sur le pont de la Verbania. Donc c'est un enclenchement tragique qui fait que non seulement on n'arrive pas à protéger la ville, mais nous-mêmes, nous devenons assiégés par les Serbes. Donc à chaque fois, le même scénario qui se répète, des pièces d'artillerie serbe à l'origine de tirs, vous les repérez, vous préparez une frappe aérienne et systématiquement, la démarche est annulée. Pourquoi la France a-t-elle été passive et pourquoi cette ambiguïté selon vous? Alors, elle n'a pas été passive, elle a été active dans la protection des Serbes, ce qui est, à mon avis, dans un conflit de ce type, extrêmement angoissant. Mais justement, pourquoi ce soutien alors aux forces serbes? Elle n'a jamais expliqué cette politique. Et je pense même qu'elle n'a jamais reconnu cette politique. C'est-à-dire qu'officiellement, c'était une mission humanitaire d'interposition. Ce qui est troublant, c'est que cette opération, elle a eu lieu, pour moi, 6 mois après l'opération Rwanda, où, de la même manière, sous couvert d'une mission humanitaire, on est intervenu pour une politique qui, à mon sens, était difficilement défendable. Et quand, en plus, on a été vu sur le sujet, on a préféré ne rien dire plutôt que de reconnaître ce qu'on était en train de faire. Mais est-ce qu'à l'époque, il était avéré que les forces serbes pilonnaient des civils parce qu'il y avait aussi des combattants bosniaques? Aujourd'hui, on dit bosniens. À l'époque, il y avait aussi des forces qui s'affrontaient sur le terrain. Non, là c'est les Serbes qui tiraient sur la ville de Sarajevo. Il n'y avait que les Serbes qui tiraient sur la ville de Sarajevo. C'était les seuls à avoir des armes lourdes. Et ils l'ont fait au quotidien. Quand je dis que on m'a empêché de frapper sur ces canons, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 10 fois. C'est plus de 100 fois en 6 mois. Quelles ont été les conséquences de cela? Le siège de Sarajevo va prendre fin dans quelques mois. Votre mission doit durer 6 mois. Vous arrivez le 31 janvier, vous repartez début juillet. Elle se termine l'été. Les conséquences, ça a été quoi? Il y a eu 5000 morts au cours de ce siège pendant 4 ans. Quelles ont été les conséquences de cette politique? Alors, la ville de Sarajevo a continué à être martyrisée, la population terrorisée par ces tirs. Mais il faut imaginer que, comme les Serbes comprennent qu'on n'interviendra jamais contre eux, ils se lancent dans le massacre des civils de Srebrenica. Et nous assistons impuissants. Juillet 1995, juste après la fin du siège de Sarajevo. C'est une des dernières images auxquelles j'assiste. Je vois quasiment en direct sur les écrans de renseignement de l'aviation. On voit les images prises toutes les 2 heures de la population qui est consciencieusement massacrée à Srebrenica par les Serbes sous nos yeux, pendant que nos responsables politiques disent « Ah, on ne sait pas ce qui se passe à Srebrenica, ça va être sans doute horrible. » Alors qu'en fait, on le voit en direct et on a vu les signes des massacres qui approchaient. Et c'est l'échec de cette mission à Sarajevo et en Bosnie-Herzégovine qui a justifié un retournement de situation complet des Américains, de Bill Clinton, qui a décidé qu'il en finissait avec ce mandat et que c'est l'OTAN, sous sa direction, qui reprenait le lead. La guerre a été stoppée en 48 heures. Juste peut-être une hypothèse, vous y arrivez à Sarajevo le 31 janvier 1995, il y a un pouvoir politique qui se termine, on va voter, il y a une alternance qui se profile ou pas d'ailleurs. Est-ce que ça peut jouer dans le manque de prise de décision ou dans le... À mon avis, les décisions, elles ont été prises, mais exactement comme au Rwanda, les décisions ont été prises dans un contexte politique particulièrement trouble en France, c'est le gouvernement de cohabitation. Qu'un président qui est moribond et un entourage qui n'ose pas le questionner, et puis François Mitterrand. Voilà, de François Mitterrand, pardon, Hubert Védrine, qui est secrétaire général de l'Élysée, qui joue un rôle clé dans une politique qu'on n'affiche pas, et en face, un gouvernement baladur qui est tétanisé par l'arrivée des élections et qui, au lieu d'exercer un pouvoir ou un contre-pouvoir, en réalité, dans la même barque du déni permanent sur ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine. Vous avez parlé du Rwanda, vous comparez ce qui s'est passé au Rwanda et en Bosnie. Vous êtes aussi l'auteur de Vent sombre sur le lac Kivu. On vous avait reçu il y a quelques mois, c'était en juin. Vous accusiez alors les autorités françaises, vous confirmiez pour être précis, une enquête de la revue 21. Vous accusiez en tout cas les autorités françaises
française d'avoir donné l'ordre de réarmer les génocidaires après ces massacres de masse, après ce génocide. Et vous dites d'ailleurs, au Rwanda comme à Sarajevo, l'obligation de réserve doit s'effacer devant la connaissance historique. Dans quel but ? Parce que pendant des années, quand j'étais actif dans l'armée, j'avais l'interdiction formelle de parler publiquement de ces sujets parce que j'étais sous obligation de réserve. Je le comprends parfaitement, d'autant que pendant quelques années, il y a un sujet de secret professionnel qui fait qu'on pourrait mettre en danger certains acteurs si on révélait le secret des opérations. Mais là, ces opérations ont lieu depuis plus de 20 ans. J'ai quitté l'armée depuis plus de 12 ans. Ce qui m'effare, c'est qu'on n'ait toujours pas reconnu la réalité de ces conflits. Or, il n'y a plus de sujet opérationnel. Le sujet, il est uniquement politique. C'est-à-dire, quelles décisions ont été prises à l'époque et par qui ? Vous écrivez, pour finir, « J'observe Sarajevo une dernière fois par le hublot, la capitale assiégée que nous n'avons pas su protéger. » Pas su, pas pu. Pas voulu. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'avoir répondu à nos questions. Vent glacial sur Sarajevo, édition Les Belles Lettres, Mémoire de guerre, un livre à lire absolument si vous voulez en savoir plus sur le siège le plus long de l'histoire contemporaine en Europe. Merci beaucoup.